ça sera l'enfant malade, demain, ça sera la famille, après-demain, ça sera, je sais pas, le billet qui manque, après, ça sera, je sais pas, il y aura toujours des raisons. Et j'assure-toi, cette personne trouvera toujours ses raisons parce qu'il a besoin d'aide. Une personne qui t'accompagne. Bonjour Marie-Kévin, vraiment, je sais que ça fait très longtemps mon frère, mais en tout cas j'ai un projet de monter un salon de coiffure parce que vraiment ça ne marche pas, les équipes des pères, moi, ça ne marche pas et comme ça. J'ai 500 000, mais il me manque 200 000. Est-ce que tu peux me trouver quelque chose? Ça veut dire quoi? La personne a déjà son projet, qu'il a chiffré, qu'il a fait des trucs et tout ça. Mais le côté humain, c'est quoi? Je t'accompagne dans ton projet. En ayant la certitude que demain, tu viendras me dire que l'on fait malade. Après, demain, tu viendras me dire que j'ai faim, ou il me manque de transport, il me manque de crédit. Parce que les raisons, tu en auras toujours pour que je puisse t'aider. Et je ne te rends pas service. Parce que le jour que je ne serai pas là, tu vas embêter une autre personne. Je ne te rends pas service. Et on sait comment les hommes fonctionnent. Le résultat, ça sert quoi? Une fois que tu vas réussir par tes méthodes que tu as mis en place, de l'aide, toutes les personnes qui t'ont aidé reviendront pour te dire que, oh, monsieur, là, s'il fait ça, moi, je l'avais envoyé ça, je l'avais dit, je l'avais aidé. Et qu'est-ce que tu gagnes dans ça? Donc, en fait, c'est de se dire, de toi-même déjà, rentrer dans le système de se faire aider, ça te enfin, je ne sais pas quel terme utiliser pour ne pas choquer, mais ça te met dans une situation défavorable. Parce que tu seras redevable envers les personnes qui t'ont aidé. Par contre, l'accompagnement, tu diras, ouais, ben, merci beaucoup, tu m'avais donné 100 euros, mais regarde bien le projet, quand tu le chiffres, il ne coûte pas 100 euros. Parce que j'avais dit quelque chose. Et tu m'as accompagné dans mon projet. Maintenant, les aléas de la planification, comme ce que tu peux dire, mais c'est de bien évaluer le risque projet, le risque avec la qualité. Oui, je sais que dans l'année, il y aura des pluies, il y aura ça, mais le planning que tu fais, ce n'est pas un planning fixe, c'est un planning prévisionnel. C'est-à-dire, tu dis, à la fin du mois, par exemple, ou à la fin de ton projet, la réalisation va donner plus ou moins ça. Ce n'est pas un planning fixe, rigide que tu vas faire, mais c'est un planning prévisionnel. Donc, tu rentres dans la prévision. Je ne sais pas si j'ai répondu à quelque question. Merci pour les réponses. Il y a madame... Merci à l'ingénieur pour la réponse. Il y a madame Laure qui a aussi levé la main. Vous avez une question, s'il vous plaît? Votre micro est désactivé. Madame Laure, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur le conférencier, la conférencière, je ne sais pas, bonjour madame la modératrice. Vraiment, c'est vrai, il y a eu un moment où j'ai eu du mal à bien capter ce que mon frère disait, le conférencier. Mais je me suis rendu compte que c'est comme s'il s'adressait à moi. Parce qu'il y a ces parties-là quand même qu'il a suggéré, vraiment qui a touché mon fond intérieur, quoi. Alors, vraiment, question, je sais pas si c'est une question que je sais pas ou bien, je sais pas. Alors, moi, je me dis, pour nous autres, là, qui n'arrivent pas à bien gérer l'argent, alors, comme on est là, on dépense. Alors, je me suis dit, au lieu de dépenser, il y a des fois, je me dis que je vais garder dans mon compte, mais toujours est-il qu'il y a une petite tentation quelque part. Est-ce que le fait de faire, par exemple, une tontine, est-ce que c'est une bonne idée ou bien une mauvaise idée? C'est ma question, ma préoccupation. Merci, madame l'ingénieur. Vous avez la parole. Alors, merci Laurent pour la question. En fait, moi, je considère la tontine comme une stratégie. C'est-à-dire, je me dis, je suis incapable de garder l'argent. Je mets en place ma stratégie d'une tontine. Pour une simple raison, je vais subir une pression. Que je prenne l'argent en premier ou que je prenne l'argent en dernier, j'aurai toujours la pression de rembourser l'argent. Donc moi, une tontine, je considère ça comme un crédit sans intérêt. C'est un crédit sans intérêt pour moi. Nous sommes 10. Si j'ai pris l'argent en premier, ben, j'ai la responsabilité, sauf que je n'ai pas signé un consentement, mais j'ai la responsabilité de rembourser l'argent aux 5 personnes qui restent derrière. C'est comme si je remboursais un crédit, mais sans intérêt.
Parce que l'avantage, enfin, je ne sais pas si c'est un avantage ou pas, derrière, ces gens, ils ne voudront pas que toi, après avoir pris ton argent, et que tu ne rembourses pas pour les autres. À la différence d'une banque qui peut te dire, il y a des impayés, on va te relancer, tu joues quelques trucs pour dire, voilà, je ne vais pas payer, je ne vais pas faire comment. Mais la personne ne va pas te laisser. Donc, c'est une pression positive si tu ne sais pas gérer l'argent. De passer, par exemple, par une tontine parce que c'est une stratégie pour réaliser peut-être tes projets. Tu ne sais pas garder 100 euros, tu ne peux pas garder 200 euros. OK? Mais si tu ne sais pas garder 100 euros, 200 euros, il faut se poser la question, pourras-tu garder 5 000 euros, 10 000 euros? Parce qu'on voit les grandes choses dans les petites choses. Tu as 100 euros, 200 euros, tu n'arrives pas à gérer. Parce que dès que tu as 100 euros, le cœur commence à battre, il faut envoyer la il est là parce que tu as des appels et tout. Mais le jour que tu auras 10 000 euros, pourras-tu gérer? Donc, en fait, c'est une stratégie qui amène à poser encore d'autres questions derrière. J'arrive pas à gérer 100 euros. Je fais une tontine, c'est très bien. Je peux même dire que je vais gagner en dernier. OK. Tu prends l'argent en dernier. Tu as 10 000 euros. Tu n'as pas pu gérer 100 euros. Tu penses que tu pourrais gérer 10 000 euros? Merci, ingénieur, mais peut-être pour contribuer aussi à la soif de trouver une solution à la dame Laure. Alors, si vous considérez la tontine comme étant un crédit sans intérêt, alors quelle est la stratégie que vous pouvez proposer à la dame, de sorte qu'en sortant au moins de cette conférence, qu'elle puisse avoir peut-être aussi une idée claire sur comment organiser ses finances? Juste pour compléter vraiment sa question. Merci, ingénieur. Alors, moi, ma stratégie, je pense que ça peut être une stratégie universelle. Et je ne sais pas, mais je vais insister sur ce point. Pour réussir à gérer l'argent, à réaliser un projet avec ou sans impact, à faire un grand projet qui peut faire 2 ans, 3 ans, 5 ans, ou un petit projet qui peut faire 1 mois, 2 mois, tout passe par la planification. Une bonne planification te donne une vision dans le temps de ce que tu peux avoir. Tu peux te projeter. Parce que dans ta planification, tu planifies les activités, mais c'est comme ce que j'avais dit au départ. Je me dis, j'ai planifié une activité, par exemple, du 5 au 10. Entre le 5 et le 10, il y a une personne qui, ça fait 10 ans, non, qui, ça fait 3 mois, 4 mois, il t'écrit jamais, il te dit même pas bonjour, enfin, il n'y a rien. Mais parce que cette personne a la certitude que Madame Laure qui m'a né en France, et comme elle a bon cœur, si je la demande, elle va me donner. Elle te demande quelque chose entre le 5 et le 10. Toi, tu vas te dire, ah ouais, mais Gaël là, le tonton là, je le connais bien, il faut que je l'aide. En fait, tu viens de foirer ton activité que tu as planifiée entre le 5 et le 10 pour aller aider une personne dont tu ne sais pas d'ailleurs pourquoi tu demandes. Pourquoi? Parce que la personne, tu ne connais pas ses projets, tu connais pas les trucs, vous ne parlez même pas, il t'appelle jamais. Et juste comme ça, il a regardé sur sa liste d'amis, parce qu'il y en a ces gens comme ça. Je regarde sur ma liste d'amis, je me dis, OK, Bakala Kimani, si je demande 500 euros, il va me donner. Mais je ne te demande pas 500 euros parce que moi, il me manque 500 euros. Je demande ces 500 euros pour compléter, parce que dans mon projet que j'ai à faire, j'ai dit qu'il faut que je puisse avoir, avec mes statu quo, 500 euros pour que je réalise mon projet. Et la question que tu dois te poser derrière, qui on appelle? Parce qu'une personne qui t'écrit jamais, qui te parle, voilà, qui t'appelle, ou je sais pas, d'une manière séquentielle, qui te demande l'argent que tu donnes, et toi, tu viens te foirer ton activité qui t'a planifiée, qui t'a priorisé, ou tu as dit que mon activité, par exemple, a une priorité très, très élevée, pour que mon projet, par exemple, puisse tenir, il faut que cette activité soit réalisée. Et tu viens de foirer ton activité pour aller aider une personne. Donc, je ne dis pas qu'il faut qu'on tire l'humain, mais quand même, il y a des priorités. Donc, moi, la solution que je propose, c'est que ne faisons pas des choses d'une façon aléatoire. Genre, parce que j'ai 100 euros, je voulais passer à Château-Rouge pour faire ça, ou je voulais envoyer des trucs comme ça. Non. Qu'est-ce que nous on a besoin? Qu'est-ce que les autres ont besoin? Voilà pourquoi même avant d'aller voir la planification, il y a d'abord le besoin. Tu ne vas pas planifier les choses au hasard. Sur mon schéma que j'avais présenté avant, je disais, avant d'avoir l'argent, on a des idées. Mais ces idées, ce sont des besoins. Et pourquoi, une fois qu'on a reçu l'argent, on n'arrive pas à réaliser nos besoins, mais on va faire les choses dont on veut. Parce que j'ai vu une basket de 500 euros, je vais l'acheter la basket de 500 euros, sans plutôt savoir que quand j'étais dans la galère, quand j'attends comme mon salaire,
non seulement je ne pouvais pas acheter la basket de 500 €, mais ce n'était pas une priorité d'aller dans une fête pour qu'on me voit avec la basket de 500 €. Donc, je pouvais acheter une basket de 100 €, je suis désolé, l'attention ne sera pas fixée sur moi. Personne ne sent que j'ai acheté 500 €. Mais pourquoi, une fois que j'ai maintenant de l'argent, je vais acheter un truc de 500 €? Mais tu auras une contrainte de déposer ces 500 € pour acheter une paire de baskets si tu as une activité bien planifiée dans le temps. Tu as une activité bien planifiée dans le temps, tu ne vas pas dépenser les 500 € pour acheter une basket, mais tu vas peut-être réaliser ton activité parce que tu sais que la fin du mois, il y aura une souplesse et l'ensemble, donc l'ensemble de toutes ces activités qui t'ont eu à réussir, en fin d'année, ça te donne une souplesse qui fera que tu auras tout le temps d'acheter même ces baskets. Tu auras toujours de la marge. Oui, il y a encore une contrainte que tu ne gères pas le temps, tout peut arriver, mais en planifiant bien les activités par rapport aux besoins, tu ne vas pas aller au vouloir pour acheter des trucs n'importe comment parce que tu as des besoins que tu as planifiés. Et c'est l'ensemble de ces activités dans un mois, dans un an, dans 3 ans, qui fait que tu puisses réaliser ton projet. Et tout ça, si on prend tout ce que je viens d'expliquer dès le début, on les met bout à bout, on va voir que, et chacun de nous peut se poser des questions personnelles. Je pense que 80% autour de table, ensemble, on a fait de l'espoir une stratégie. Ah, je fais ça, je vais faire ça. Bon, j'espère que la coopération que je vais faire là-bas, je vais gagner ça, je vais faire ça. J'espère que ça, je vais faire ça. Mais on n'a pas une stratégie pour dire que je donne un exemple d'un truc courant dont on parle souvent dans la famille. Je vais acheter une maison. Merci, c'est très bien. Mais c'est quoi ta stratégie pour acheter la maison? Tu dis que bon, j'espère que la fin de l'année, j'aurai 10 000 € pour acheter la maison. J'espère que ça, j'aurai 10 000 € pour acheter la maison. Oui, mais c'est quoi ta stratégie en fait que tu mets en place pour aller acheter cette maison? C'est là la bonne question en fait. Tu as le besoin, c'est bien. Mais est-ce que tu as planifié dans le temps, en 1 mois, 2 mois, en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour acheter cette maison, pour réaliser ton projet? Je continue à vivre dans l'espoir. J'espère que ma sœur Rita va m'envoyer 50 € que je vais garder. J'espère que ma sœur Rochelle Passy va m'envoyer 50 € que je vais garder. J'espère que Garel Franco va m'envoyer 50 € que je vais garder. Tu vis que dans ça. Mais tu n'as aucune stratégie. Tu n'en as pas. Merci l'ingénieur. Donc, besoin, priorité, stratégie, tout ça pour une bonne gestion financière. Il y a quelqu'un encore qui a une question, s'il vous plaît? Oui. Oui, monsieur Clifton, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup pour cette thématique qui était très très bien faite par le présentateur en coup de chapeau. Seulement, j'ai une préoccupation en ce qui concerne l'accompagnement, qui est plutôt l'aide. Alors, ma principale préoccupation, c'est de savoir, au cas où on optait pour l'accompagnement, comment peut-on mesurer l'impact de nos actions d'accompagnement sur la vie des bénéficiaires en termes de développement personnel, d'autonomie financière et d'intégration sociale? Et deuxièmement, comment peut-on donc faire pour promouvoir au sein d'une organisation ou d'une institution la culture d'accompagnement, par exemple? Voilà un peu mes principales préoccupations. Merci, monsieur Clifton. En tout cas, l'ingénieur, la notion de l'accompagnement a fait bouger là. Donc, je pense que vous avez encore besoin de réexpliquer pour que les gens sortent un peu satisfaits. À vous la parole, monsieur l'ingénieur. Alors, je pense qu'il y a eu 2 questions, voire en plus. Mais moi, je vais donner 2 réponses globalement. Quand tu aides une personne, dans la plupart des cas derrière, il y a une dette morale. Ce qui n'est pas le cas de l'accompagnement. J'accompagne une personne sur un projet, c'est ce que j'avais expliqué au départ aussi. Je t'accompagne sur un projet. Ça veut dire, je ne te finance pas peut-être un truc dans la totalité, mais tu as des arguments à faire valoir.
J'avais donné un exemple sur un salon de coiffure. Le salon de coiffure, pour le réaliser, il faut 2500 euros. OK. J'en ai 2000. Je t'ai demandé 500. Demain, tu ne me diras jamais que si toi, tu as le salon de coiffure, c'est grâce à moi. Ce qui est différent avec l'aide, j'ai pas quelque chose à manger. Et tout, je t'appelle, vraiment, moi, j'ai faim et tout, comme ça. OK. Je t'achète des trucs pour manger et tout. Ah, merci beaucoup, vraiment, c'est très gentil, vraiment, merci. OK. Donc, dès matin, je suis devenu une personne respectable, je sais pas comment. Lui aussi, il va parler. Ah, mais les jours qu'il avait faim, il allait mourir. Si c'est pas moi qui l'avais donné à manger, ça devait être compliqué. En fait, il vient de créer une dette morale qui peut te rappeler chaque fois. Tu n'as pas nécessairement à valoir. Parce que tu avais demandé de l'aide. Donc, c'est ce que je disais, c'est une situation qui va dans les deux sens, en fait. Entre toi qui veux de l'aide et la personne que tu aides, il y a toujours des contraintes de deux côtés. Et je n'interdis pas totalement l'aide. Mais l'humain est fait de la sorte que moi, aujourd'hui, je peux me dire, je vais procéder plus par des exemples parce que dans les slides, j'ai expliqué les définitions, mais ce n'est pas trop bien passé, je pense. Donc, je vais procéder par des exemples. Je me dis aujourd'hui, je sais que si je demande, j'ai mon argent, je n'ai pas un besoin que je dois planifier, à faire des trucs, à réaliser. Je n'ai pas un besoin quelconque. Vraiment. Enfin, je n'ai pas priorisé un besoin. J'ai mon argent, je dis OK. Mais avec mon mauvais cœur ou avec mes pensées négatives, je vous dis, Darel a besoin de 500 euros. Je sais que Darel veut réaliser un projet, il a besoin de 500 euros. Et je sais que si Darel demande à Bakas, M. Bakala Kimani, 500 euros, il est capable de me donner ces 500 euros. Mais moi, étant homme, avec mes mauvaises pensées, je ne veux pas que M. Darel Franck puisse réussir. Qu'est-ce que je fais? Je vais demander à M. Bakala Kimani 500 euros. Et pourtant, ce n'est pas mon besoin. Je l'anticipe, de telle sorte que M. Gareth Franck, quand il va demander à M. Bakala Kimani 500 euros, il dira, ah, mais je viens juste de partager après ça, je n'ai pas dit ça. Parce que notre nature, surtout la nature congolaise, fait de telle sorte, je ne sais pas si on est tous des Congolais ici, est faite de telle sorte que de mettre des stratégies en place pour que la personne se soit toujours réglée. C'est-à-dire, moi je dois réussir, toi tu ne dois pas réussir. Donc, tu dois m'aider. Tu dois être là, tu dois être mon fournisseur. Tu dois m'aider chaque fois. Tu dois m'aider. Tu dois m'aider. C'est ça mon bonheur, c'est que je puisse avoir des. Que je puisse avoir ces louanges, quand tu diras, mais frère, ouais, quand même, il aide tout le monde, comme ça, oui. Mais est-ce qu'au moment où je suis en train d'aider tout le monde, est-ce que moi-même je suis bien? En fait, ce sont des petites questions, en faisant l'ensemble de toutes ces petites questions, tu dis le mieux à faire, tu accompagnes une personne, tu sais que la personne n'est pas devenue ça grâce à toi. Si tu es redevable, ok, tant mieux. Dans le cas contraire, on va continuer. Parce que, une fois de plus, comme j'ai dit, la personne reviendra toujours pour te demander avec 1 milliard de raisons. Des raisons, il va toujours en trouver. Parce que c'est sa routine. Il va toujours en créer pour que tu le donnes, pour que tu le donnes, pour que tu le donnes. Il trouvera toujours des raisons. Mais toi, derrière, est-ce que tu donnes? Après, une fois de plus, aider une personne, ça peut être naturel, hein? Pas parmi les gens qui sont sur table, ça peut être naturel. Il y a des gens, ils doivent aider parce qu'ils sont comme ça. Ils doivent aider, ils doivent aider, ils doivent aider. Je ne dis pas qu'il ne plus aider les gens. Mais, mettons-nous face à un miroir. Et regardez d'abord, regardons nos vies, regardons nos gestions financières et essayons de soit prendre des bonnes décisions ou mettre des bonnes stratégies en place. Pourquoi je dois continuer à t'aider si je peux te motiver d'une autre façon à avoir une table au marché pour vendre au pays, par exemple? Tous les jours tu vas vendre, tu vas gagner l'argent. Je t'aide plus, je t'accompagne. Pourquoi je veux commencer à t'aider? Tu es à Brazzaville, je t'en sors pas. Pourtant, tu peux aller au village, aller faire des champs pour que tu t'en sortes. Mais je t'accompagne sur le projet d'aller faire le village, d'aller faire des trucs à Kinkala, à Mayama, enfin, peu importe ton village. Je t'accompagne sur ton projet pour que je ne sois pas une source. Je ne sais pas, je n'ai pas envie d'utiliser le mot plus violent pour choquer, mais pour que je ne sois pas là à t'aider chaque fois. Parce que ça ne t'arrange pas, moi aussi, ça ne m'arrange pas. Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à ta question.
En fait, si je comprends bien l'ingénieur, l'idéal n'est pas seulement de donner chaque fois du poisson, mais c'est plutôt apprendre aussi à l'autre comment pêcher. Exactement. Merci beaucoup, ma sœur Rita. D'accord. C'est un peu donner le poisson, c'est aider, mais apprendre à pêcher, c'est C'est accompagner. encore mieux. Ok. Merci. Monsieur Clifton, est-ce que vous êtes satisfait? Il y a une autre question à poser ou ça va comme ça? Oui, en tout cas, merci beaucoup, je suis satisfait. D'accord. Il y a encore quelqu'un qui veut intervenir? Il y a une personne qui t'a levé la main, je pense, mais je n'ai pas retenu le nom. Oui, en tout cas, la personne peut parler, hein. C'était qui? Parce que moi ici, je ne vois pas en fait qui a levé la main. Oui, je vois une personne qui lève la main. C'était qui? Je crois que c'était monsieur ou madame Pichou. Oui, c'est ça. Ah. Monsieur ou madame Pichou, vous avez la parole. Moi, je vais intervenir peut-être pendant que Mme Pichou est en train de réfléchir à sa question, si elle est intervenue, pour poser une question à Yafreja par rapport au ce qu'on peut appeler le matelas. C'est-à-dire, dans la gestion financière, vous n'avez pas parlé de matelas, je ne sais pas s'il faut deviner ou encore lire derrière les mots quand vous parlez des dérivés, des produits dérivés comme le matelas dans une gestion financière, puisque ce qui nous arrive aussi, c'est le fait que nous avons de l'argent, comme vous l'avez dit, mais que parfois on agit sans préparer ce que peut être la chute de demain. Donc, cette chute de demain, c'est-à-dire, moi, je deviens pauvre à partir de 5 000 € dans mon compte. Ou je suis devenu pauvre dès lors que je n'ai plus que 1 000 € dans le compte. Donc, je suis par terre. Ce n'est pas parce que je n'ai plus absolument rien, sinon parce que je n'ai plus que 1 000 €. 1 000 € sur mon matelas. Je ne sais pas si cette notion de matelas, ça entre dans ta vision des choses en ce qui concerne la gestion financière. Et puis, j'avais une autre question par rapport à la satisfaction du besoin et de la volonté. C'est ce que tu as appelé, vous avez appelé le vouloir. Aller vers le vouloir, aller vers la satisfaction du besoin et non pas vers le vouloir. Est-ce que ce n'est pas contradictoire par rapport à l'instant présent, vivre l'instant présent, c'est-à-dire que ne pas passer son temps à satisfaire les besoins, mais se faire plaisir à soi-même, puisque dans l'entrepreneuriat, il est toujours recommandé que la personne puisse se payer à elle-même. C'est-à-dire que le premier salarié, la première personne qu'il faut payer, c'est soi-même. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de vouloir toujours satisfaire les besoins et non pas se faire plaisir en satisfaisant aussi ce propre vouloir? Merci. Merci, Monsieur Bacala, pour les questions. Ingénieur, si vous êtes là, vous avez la parole. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, Takala. Le seuil, en fait, il est un peu individuel. Parce que, une fois de plus, les besoins, on n'a pas ciblé l'exposé. La gestion financière est basée un peu sur, au départ, sur la gestion financière. En fait, si on va un peu plus loin, ça va mener vers l'autonomie financière, si on creuse un peu. Mais si on reste sur la limitation de la gestion financière, c'est plus individuel pour fixer un seuil. Pour un exemple, une personne qui gagne 2 000 € et une personne qui gagne 5 000 € n'auront pas les mêmes objectifs. C'est-à-dire, la personne qui gagne 5 000 € va faire le programme de 5 000 €, la personne qui gagne 2 000 € va faire le programme de 2 000 €. Et dans mon processus de gestion financière, en fait, c'est juste de respecter les étapes, respecter
les activités, les objectifs, les priorités, mettre les stratégies en place pour avoir une autonomie financière. Et cette autonomie financière, elle est individuelle, je peux dire. Moi, je peux me considérer, par exemple, que je suis pauvre à partir de 5 000 euros. Il y en a qui vont me dire que, voilà, je suis pauvre à partir de 100 euros. Je suis pauvre à partir de 2 000 euros. Mais là, peut-être, il est possible la question de se fixer des seuils à quel moment qu'on devient pauvre. Et c'est peut-être de se dire à quel moment je peux considérer que j'ai l'autonomie financière. Certes que c'est à peu près la même chose, ça va dans le même sens, mais je peux dire peut-être que ça ne répond pas aux mêmes besoins, dans le sens où mon autonomie financière, je dis, va me permettre, je vais prendre tous les exemples que je vais me donner, de me déplacer, de faire je ne sais pas quoi, de faire tout ce que je veux, me satisfaire à toi-même, où je te rejoins dans ton raisonnement, que tu viens de partager dans l'entrepreneuriat, se satisfaire à soi-même, c'est primordial. Sinon, à quoi ça sert de mettre les projets en place si c'est pour servir juste les autres? Je mets les projets en place, c'est pour que moi-même je sois satisfait. Dans tous les cas, je ne fais pas ça pour les autres, puisque personne ne viendra consulter mon compte, personne ne viendra prendre l'argent de mon compte sur mon compte sur mon truc. Donc, je fais ça pour moi-même. Donc, je dois définir mon seuil moi-même et dire, avoir cette autonomie financière, que je puisse avoir les contraintes qui nous poussent à mettre en place des raisons, comme l'exemple que je venais de donner sur le déplacement et tout ça. Avoir l'autonomie financière, mon seuil où je me construis, je suis pauvre, c'est moi qui le fixe. Et je peux peut-être dire que le seuil de la pauvreté, ça reste juste une motivation pour que je n'arrive pas à ce seuil-là. Sinon, si j'étais une autonomie financière suffisante, je n'arriverais peut-être pas, à part que ça va les aléas de la vie. Mais sinon, j'ai défini mon seuil financier, à quel seuil que je me considère pauvre, c'est pour ne pas arriver là. C'est pour ne pas arriver là. C'est pour que je puisse avoir toujours mon autonomie financière, aller faire des trucs, se faire plaisir, puis voilà. Et la deuxième question, si j'ai bonne mémoire, c'était sur... vous me rappelez, s'il te plaît? Le besoin et le vouloir, la satisfaction du besoin et du vouloir. Oui, mais ça rejoint à peu près ce que je dis dans l'autonomie financière, parce que ce qui nous arrive généralement, c'est quoi? Je reviens sur le slide que tu avais tout à l'heure. Le besoin, généralement, on le définit quand on n'a rien. Parce que quand je n'ai rien, quand je n'ai pas encore mon salaire, quand je n'ai pas encore l'argent sur mon compte, quand je n'ai pas encore l'argent avec moi, je ne pense pas à manger le poulet, je ne pense pas à manger la viande, je ne pense pas à aller manger chez Magri, je ne pense pas à aller manger au restaurant. Tout ce que je fais, c'est de manger, remplir mon ventre. Ça, c'est mon besoin. Mais pourquoi ce besoin n'est pas de translater dans la vie courante? C'est dire, par exemple, je suis invité à une fête, ok. Je suis invité, c'est pas moi qui organise la fête ou je ne sais pas comment. Pourquoi je vais aller acheter une basket de 500 € si je sais que ça va me ruiner? Ça, c'est un vouloir. Mais le besoin, c'est quoi? Je n'ai pas fait payer. Il faut avoir les chaussures. Donc, j'ai pas acheté les chaussures de 100 €. Et je ne sais pas. Ça, c'est dans le processus au moment où tu n'as pas encore cette autonomie financière, tu n'as pas encore réalisé ou réussi tes projets. Mais une fois que tu as réussi tes projets, que tu as réalisé tes projets, le résultat, il est bon, il est confortable, il part très bien, tu as le droit de se faire plaisir, tu as le droit de s'acheter une Rolex, tu as le droit de rouler avec une cabriolet. Qui ne rêve pas d'avoir une voiture décapotable ici? Je pense que c'est le rêve de tout le monde. En été, ta voiture décapotable est partie. Donc, c'est de se dire, une fois que tu as pu réaliser tes projets, avoir une autonomie financière, avoir une stabilité financière, les rêves, tu commences à les réaliser parce que tu n'es plus dans le concept de ce que je veux, ce dont j'ai besoin. La notion de ce que je veux et ce dont j'ai besoin, elle est compatible ou elle est applicable dans la réalisation de ta gestion financière pour espérer ou pour avoir le résultat qui est l'autonomie financière à la fin. Cette notion est valable dans ce processus, mais une fois que tu as réalisé tout ce que tu veux, enfin, ton projet, il est OK. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a des personnes qui voyagent pas en business, qui voyagent en première classe, qui payent 12 000 € à Air France. Mais moi, qui n'a pas encore ces trucs, cette autonomie financière, je ne pense pas que je vais mettre 12 000 € sur table, sachant que on va tous arriver à la même heure. Mais une fois que j'ai mon autonomie financière, je me permets.
je vais aller, je fais ce que je veux. Merci, ingénieur. Il y a M. Garel aussi qui a levé la main. Vous avez la parole. Je ne sais pas déjà si M. Bakala Kimani, c'est bon, je réponds à cette question. Non, peut-être pas satisfait de l'ensemble, oui, mais peut-être pas, sans partager plutôt l'idée selon laquelle pour satisfaire, c'est pour se faire plaisir, il faut atteindre une autonomie financière. Parce que j'estime que il y a dans la vie, même sans avoir l'autonomie financière, il faut savoir se faire plaisir selon les circonstances. Mais je partage avec toi l'ensemble, la philosophie selon laquelle il faut lutter pour son autonomie financière, puisque c'est en ayant l'autonomie financière, on peut se permettre des choses que, évidemment, celles qui ne sont pas autonomes financièrement ne peuvent pas se permettre. Merci. Merci, M. Bakala. Mais avant que M. Garel prenne la parole, l'ingénieur, si vous pouvez aussi insister sur la notion de oser réaliser. Parce que c'est vrai, vous avez dit dans votre exposé, l'idéal est de réaliser les projets, mais il y a aussi un mal qui nous guette le plus souvent, c'est celui de la thésaurisation de l'argent. Au lieu d'initier les projets, on préfère garder l'argent à la banque et donc ça peut impacter sur la croissance économique et notre gestion financière. Donc, je voulais un petit accent sur la notion de oser réaliser. Là. Merci. Bonsoir à tous. Merci déjà de m'avoir accordé la parole et d'avoir aussi anticipé ma question. Parce que parlant de l'autonomie financière, que moi j'appelle comme la liberté financière en ce qui concerne tout ce qui est pyramide financière, on commence déjà par la survie et à la fin on doit arriver à cette autonomie. Or, avant d'arriver à l'autonomie, il y a une période qu'on appelle la stabilité. Dans la stabilité, on a des revenus et on peut épargner de côté. Mais lorsqu'on épargne, il faut vraiment avoir des idées pour investir. Si on n'investit pas, ben, l'argent restera dans la banque et ça ne nous servira plus à rien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a Freja en tant qu'instigateur de ce point, est-ce que tu as des pistes ou encore des idées à nous suggérer, nous qui sommes des personnes, qui sont en pleine survie, où les dettes sont encore plus élevées que le revenu? Est-ce que tu as des idées à nous soumettre pour que nous puissions mettre en place des projets qui vont nous aider à atteindre ce qu'on appelle la stabilité, la sécurité, voire encore l'autonomie financière, comme tu es en train de le dire? Voilà, telle était ma question. Merci, M. Franck. L'ingénieur, vous avez la parole. J'espère qu'il y a une bouteille d'eau à vos côtés là pour simple. Parce que le sujet est tellement intéressant que les questions aussi deviennent abondantes. Vous avez la parole, ingénieur. Alors, moi, pour répondre à cette question, en fait, je vais répondre à la question en même temps de M. Gaëtan et de Mme Rita, ma soeur Rita, en mettant juste cette petite formule qu'on a appris depuis l'école primaire, je pense, de l'économie égale bien moins dépenses. Ça répond en même temps au sujet de d'oser, et au sujet de se projeter, faire des petits trucs, enfin, ce que j'avais dit, des projets dérivés pour réaliser le grand projet grand. J'ai commencé par oser. Comment penses-tu économiser 500 € si tous les mois, tu as les mêmes dépenses, tous les mois, tu as les mêmes entrées, tous les mois, tu as le même gain, il n'a jamais changé? Je pense que la réponse est simple. Tu auras, si après avoir dépensé ton argent par mois, tu es à moins 300 €, en fait, tous les mois, tu auras au moins 300 €. La formule qu'on a pu, la formule qu'on a là de l'école primaire, c'est économie égale gain moins dépenses. Et lors de cette formule, j'ai répondu, j'ai posé 3 questions. Comment les choses arrivent? D'accord? En fait, peu importe. Si je reviens un peu, donc j'avais défini l'argent, voilà.
j'avais mis différents métiers. Il y en a, elles, qui demandent. Le but, c'est que l'argent puisse arriver dans ton compte. Il y en a qui vont être très mal. Il y en a qui sont là, ils vont attendre. Il y en a, ils sont tellement riches. Enfin, peu importe la manière que l'argent va arriver dans ton compte. Après, il faut revenir à la deuxième question. Une fois que tu as l'argent dans ton compte, c'est très bien. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je veux dire, si tous les mois, tu fais les mêmes dépenses parce que tu as de la gamme, ton économie, si le premier mois était à moins de 300 €, tu n'as pas de miracle à faire en 12 mois. Tu vas toujours faire. Il n'y a pas de miracle à faire. Il n'y a pas de miracle à faire. Ça veut dire qu'il faut créer une diversité. Tu crées une diversité. Et là, les leçons que tu avais données, c'était sur investir sur les projets dérivés. Mais tant que tu n'as pas ce courage, tant que tu n'as pas osé, parce que tu as peur que, comme ce mois j'ai moins 300 €, si je me retrouve le mois prochain à moins 600 € parce que j'ai osé faire quelque chose, le mois d'après, je serai capacité. Tu ne crois pas. Dans tous les cas, on peut être les magiciens sur table, là où nous sommes à cette petite conférence. Personne ne pourra jamais déduire de quel côté la pièce va tomber si elle ne l'a pas lancée. Tu prends n'importe quelle pièce de monnaie, tu la lances, c'est le pire hasard qui va te dire que ça va tomber de pile ou face. Mais tant que tu ne la lances pas, tu ne sauras pas. Donc, tant que tu ne oses pas, tu ne sauras pas de quoi tu es capable. Et toutes ces questions sont liées avec celle-là. Je ne sais pas si vous voyez mon écran chaque fois que je suis en train de partager, mais c'est en travaillant sur les choses difficiles que nous libérons notre potentiel. Plus que tu oses sur les choses où de toi-même, humainement, tu te dis, je suis incapable. Et dans ta tête, tu te dis, je peux le faire. En fait, tu libères ton potentiel. Même le voleur qui va voler, aujourd'hui, il arrive, il vient vous voler à la maison. Demain, vous avez trouvé la solution, vous dites, bon, voilà, il est passé par ce mur, on va mettre des fils barrés. Mais trompe-toi, quand il est rentré à la maison, il va réfléchir. Parce qu'il a vu une difficulté. Il va réfléchir quelle stratégie mettre en place pour dépasser la difficulté que vous avez mise en place. Pour que lui, il réalise toujours son besoin. C'est quoi ton projet? Tu vas mettre les champs, tu vas mettre la clé, quels sont les obstacles que tu vas mettre. En fait, lui permet juste de libérer son potentiel. Comment il va faire? Il va oser. Il viendra, il va voir, tiens, ils ont mis une caméra, ok, je prends les pierres, je balance. En fait, indirectement, vous avez permis de libérer son potentiel pour créer une stratégie qui fera qu'il puisse réaliser son projet qui est devenir revenu. Donc, tant que tu ne oses pas, tant que chaque fois tu regardes juste ton compte bancaire, tant que tu resteras toujours dans la stratégie, ouais, je travaille comme ça, si je gagne que 500 €, il faut aller voir les chercheurs pour que je joue de 50 € à mon salaire. Et ce que tu veux de 50 € sans qu'on va ajouter à ton salaire, il y aura des impôts dessus, et ça va pas résulter pour le moins 300 €. Ingénieur, s'il vous plaît. Monsieur Alexandre Sita, une fois que le conférencier finira, on va vous accorder la parole, ok? Un peu de patience. Il est en train de répondre à la question de Monsieur Garel. Merci. Oh là là, il va m'accorder la parole alors que je ne connais même pas le thème. Oh là là. Parce que j'ai constaté que vous avez levé la main et à Sita. Non, je suis seulement direct vers Bakaz qui m'avait passé le message. Je voulais suivre ça seulement en direct. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Yaya, d'être là. C'est très gentil. Ça fait plaisir. Ok. L'ingénieur, vous pouvez continuer votre fil d'idée là. Donc, ce que je disais, c'est pour les difficultés croisées, il ne faut pas les prendre comme des contraintes qui vont t'empêcher de passer, mais qu'il faut les prendre comme des difficultés qui te permettent de libérer ton potentiel pour pouvoir dépasser cette étape et aller plus loin. Ça, c'est du côté osé. Maintenant, il faut parler des projets dérivés. Les projets dérivés, comment avoir une stratégie au départ, je l'ai dit,
aux États-Unis, en Afrique, un peu de pays, c'est difficile de vivre sur un salaire. Le salaire, c'est juste débuter dans les banques, soit dans les ambassades. C'est tout ce qui te permet. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé, alors ça nous perturbe. Je ne sais pas c'est qui. Il y a un micro encore. Il y a Sita. Est-ce que... Ok, c'est bon. Il a désactivé. Ingénieur, vous pouvez continuer. Donc, pour répondre à M. Garel Franck, c'est dire l'argent que tu reçois sur ton compte bancaire, l'argent que ton salaire qui t'a reçu sur ton compte bancaire, il faut que tu trouves des produits dérivés. Je vais te donner les exemples. On sait qu'au Congo, par exemple, on a au niveau des vêtements, je ne sais pas, des téléphones, je ne sais pas, des trucs comme ça, ou encore au Maroc, il y a des business, je ne sais pas comment. En fait, tu te crées ton business, mais avec un projet. Le projet, par exemple, c'est quoi? Le projet, tu veux construire une maison au pays. Ça, c'est un exemple. Et je te dis, avec ton salaire, tu ne peux pas. Tu vas créer les projets dérivés qui viendront alimenter ton compte. Mais ce que, généralement, nous, on fait les Africains, c'est quoi? Mon projet pour construire la maison coûte 10 000 euros. En fait, je vais attendre à voir ces 10 000 euros pour aller réaliser le projet. Mais au départ, qu'est-ce que j'ai montré un truc où j'ai marqué la différence entre le projet et le produit. Le projet, c'est l'ensemble de tes activités que tu as planifiées qui te donnent un projet. C'est-à-dire, si ton projet, c'est de construire une maison, tu ne vas pas débarquer avec 5 millions au départ pour dire, voilà, je construis ma maison. Par contre, tu peux débarquer avec 100 000 que tu viens d'avoir pour acheter le prix. Tu peux débarquer avec 150 000 que tu viens d'avoir pour acheter, c'est pas du sable, de l'eau, du ciment. En fait, tu es en train de réaliser ton projet d'une façon séquentielle. Ce que tu as, tu le libères. N'aie pas la peur d'avoir un compte vide. N'aie pas la peur d'avoir un compte à moins, je ne sais pas combien qui clignote en rouge. Au contraire, en voyant ton compte qui clignote en rouge ou avoir ton compte qui est vide, ça rejoint un peu ce que Bacas disait, doit te rappeler ton seuil de pauvreté pour que tu puisses mettre en place des stratégies pour dépasser ça, pour revenir dans le game, dans le match. Tu ne vas pas attendre, bon, quand mon compte est en rouge, je vais attendre mon salaire quand il va arriver pour que mon compte redevienne normal. Mais trompe-toi, le compte redeviendra normal pendant 5 jours, puisque tu as les mêmes dépenses que le monde. Il reviendra toujours rouge. Il faut bien moins de dépenses. Tant que tu as les mêmes dépenses, tu as les mêmes gains, l'économie ne change pas. C'est à toi de des variétés, des petits projets pour alimenter ton compte ou pour alimenter tes ressources afin de réaliser ton projet. En résumé, n'attends pas d'avoir 10 000 euros pour réaliser ton projet. Fais-le d'une façon séquentielle. N'aie pas peur d'avoir un compte rouge. N'aie pas peur d'avoir 0 dans ton compte. Au contraire, définis ton seuil. Là, en tout cas, j'utilise la suggestion de Bacas. Définis ton seuil qui te permettra, une fois que tu arrives à en fait, mets toutes les stratégies en place que tu n'arrives pas à se protéger. Et réfléchis sur les trucs difficiles pour libérer ton potentiel, aller de l'avant et prospérer, continuer à faire ce que j'ai envie et atteindre tes limites. Je ne sais pas si j'ai répondu aux deux questions de ma sœur Rita et de M. Garel sur oser et les projets dérivés pour avoir une stabilité. En tout cas, pour moi, ça va. Je ne sais pas si M. Garel aussi est satisfait. Je peux? Oui, vous avez la parole. Merci déjà, Yafreja, d'avoir répondu. Après, je constate que la réponse, elle est partielle, donc c'est à 50%, parce que ma deuxième question consistait à me préciser si tu avais des projets, parce que moi, j'ai besoin d'être accompagné là-dessus. Très sincèrement, pour avoir fait les lettres, je ne suis pas quelqu'un qui sera là, qui va me mettre dans la tête
comment définir un plan, comment je vais faire pour fructifier mon argent. Tu vois, il y a de ces idées, par exemple, que Bacas nous donnait comme ça en disant, bon, on doit avoir des maisons, on doit avoir des maisons un peu partout en Europe, au Maroc, etc. On doit avoir décidé, par exemple, d'avoir des voitures, des super. Moi, ces projets-là, lorsque j'essaie d'y réfléchir, il y a des fois, je suis bloqué. Du coup, j'ai besoin d'un accompagnement là-dessus. Voilà pourquoi je t'ai posé la question, est-ce que tu avais des projets? Moi, le projet, je ne l'ai pas. Et il y a des fois, j'ai de l'argent sur le compte, ben, l'argent dort. Et l'argent, quand il dort, ben, il retombe en perte, quoi. Dans deux ou 3 jours, il y a une personne qui vient me demander 50 €. Ben, bon, ok, prends 30 € et c'est moi qui suis en train de subir. Ça rejoint effectivement ce que tu es en train de dire, mais maintenant, comment je peux me garder cet argent, me créer un projet, et parmi ces projets, si tu peux m'en suggérer, ça serait une belle chose, tu vois. C'était surtout ça la demande. Ouais. Je réponds en fait sur les 50%, mais s'il faut établir un projet, je pense qu'il faut voir ça. C'est pas le bon endroit en fait. Oui, oui, donc je pense que M. Garel, à la fin, je pouvais vous passer le numéro de M. Fréja pour une conversation à huis clos. Peut-être vous avez pris la machine en cours de route, mais au début, il avait donné vraiment certains exemples de projets à initier. Mais étant donné que le projet aussi dépend de ton milieu, dépend de ce que tu penses, donc je proposerais que tu puisses le contacter à titre personnel pour qu'il puisse t'ouvrir vraiment les yeux économiquement parlant. Ça va? Parfait. Ça vous va? Effectivement, en début de séance, je n'y étais pas parce que je me suis trompé en fonction des horaires. Nous avons 1 heure de décalage, donc comme je l'ai écrit dans le groupe, voilà pourquoi. Bon, je le contacterai à titre privé et puis on verra par la suite. Merci aussi d'avoir posé des questions. C'est gentil de Sinon, votre part. tu peux m'envoyer ton compte et puis moi, je t'aide à gérer ça. Bon, alors, le temps presse. Demain, il y a des gens qui doivent aller bosser. Je me vois obligé de pouvoir mettre fin à la conférence. Peut-être vous pouvez activer vos vidéos, vos micros pour qu'on se voit avant et que nous disions merci en mode visuel à notre conférencier. Hein. Je suis très contente parce qu'il y a un aîné de Pointe-Noire, l'aîné de la famille, s'il faut le dire. Il y a Sita qui s'est même connecté, ben ça fait plaisir. S'il pouvait activer sa vidéo, on va le voir, ça nous ferait aussi plaisir. Tata Noski en présence. Ça, c'est quoi? Ah, maintenant, il n'est pas. C'est bon, ouais. Bon. Et voilà, Yashita. Bonsoir, Yaya. Le micro. Voilà. Bonsoir, Yaya. Vraiment, votre présence est une chance et une joie pour nous. Moi, je vais bien, merci, mon Yaya. Et vous? Ça fait bail, hein. Très longtemps. Si, très longtemps, vous avez raison. C'est Bacas qui m'a donné le lien. J'ai préféré suivre, comment on appelle ça, l'activité en direct. Vous avez bien fait. C'est très édifiant d'ailleurs. Oui, c'était très intéressant, mais maintenant avec le temps, il est déjà 21h, presque 30 ici. Demain, les gens doivent aller au boulot. Donc, je me vois obligé d'arrêter et peut-être qu'on va programmer une autre conférence les jours à venir. Il n'y a pas de souci. D'accord. Bonne soirée à tout le monde. Bonne nuit. Merci. Merci, Yaya. Donc, l'ingénieur, au nom de toutes les personnes qui ont participé à cette conférence sur la gestion financière et en mon nom personnel, je vous dis sincèrement merci d'avoir accepté de sacrifier votre temps pour cet entretien, mais aussi de bien préparer votre exposé. Je pense que chacun a eu sa part du point de vue financier, du point de vue organisation, du point de vue initiation de projet, et que s'il y a quelqu'un qui veut encore approfondir ces notions, en tout cas, n'hésitez pas à contacter l'ingénieur à titre personnel. Il est là, il va nous éclairer. Donc, merci à chacun de vous et je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir participé et donc on se voit pour une autre fois. Allez, au revoir et bonne soirée. Ciao. Ciao. Bonne soirée à tous. Ciao.
Bonne soirée. Bagas.